Saurais-je relater avec exactitude les événements qui survinrent par la suite et contribuèrent à renforcer le lien ténu qui m'attachait à Ouli? Inextricables, ils s'enchevêtrèrent dans ma mémoire, je m'embrouillerais à vouloir les rappeler de manière détaillée et chronologique. Ouli et moi, nous nous voyons désormais presque tous les jours et nous nous faisons voir de plus en plus ensemble presque partout. Au cinéma Luxe, au Sahel, au Théâtre National Daniel Sorano, au Centre culturel français ou à l'avenue William Ponty, confrontant nos goûts devant une vitrine ou assis à la table de quelques cafés, dégustant chacun un shawarma à grande bouchée arrosé de jus de tamarin. Quelquefois, notre promenade nous menait jusqu'à Soumbédioune à l'heure où les rayons du soleil qui va se coucher ne chauffent plus. Là, après nous être frayé un passage parmi la foule d'hommes et de femmes venus sur le marché de la plage s'approvisionner pour la semaine, qui en légumes, qui en poissons frais ou en viande, après avoir longuement contemplé le grouillement bruyant des mareyeuses autour des pirogues bariolées des pêcheurs lébous qui venaient d'être tirés à sec avec leurs prises encore frétillantes, nous allions nous asseoir un peu au-delà sur un banc de pierre. Ouli alors se serrait contre moi, la brise nous caressait le visage et faisait voleter le foulard qu'elle avait enroulé autour de son cou. La mer s'offrait à perte de vue, énigmatique et souverainement belle. Elle mugissait comme une génie sans rute, le ciel, déployant son ogive bleue, plongeait en elle, là-bas, à l'horizon lointain. Tantôt, elle se répandait en gémissements plaintifs contre les rochers, et tantôt, elle faisait déferler son flot sur la grève avec un roucoulement d'amante comblé. Le rapport avec Ouli était devenu sérieux. Cependant, à aucun moment, je n'oubliais qu'elle était mon élève. En classe, mon comportement à son égard ne changea pas. Du moins, l'imaginais-je. En y réfléchissant, je me rends compte que j'étais devenu intransigeant. Chuchotait-elle pendant mon cours, je la priais de sortir. Commettait-elle la moindre erreur, je lui attribuais une note qui la sanctionnait, non sans l'avoir vertement sermonnée. Un jour, elle se plaignit. « Monsieur, tu es devenu trop sévère vis-à-vis de moi. » Je répliquai. « Classe, mes sentiments pour toi ne comptent pas. » En vérité, ces sentiments que je cherchais à dissimuler aussi bien aux élèves qu'à mes collègues, ces sentiments à l'emprise desquels je m'efforçais d'échapper dans l'exercice de mon travail, me poussaient alors que je me voulais intègre et impartial, à être injuste envers Ouli. Cette dernière subissait ma tyrannie sans se cabrer. Et nous continuâmes à sortir ensemble à nos heures de liberté. Pourtant, je refusais toujours de la recevoir chez moi. Paradoxe d'un homme victime du complexe de culpabilité, précaution garantissant ma loyauté ou tentative ultime de résister à la force qui m'avait vaincu à demi, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus combien de temps l'interdit restera inviolé, 1 mois et demi, 2 peut-être. Un soir, pendant les vacances de Noël, Ouli vint inopinément chez moi. À l'époque, j'occupais une chambre que j'avais sous-louée dans une villa à la cité des HLM de face. La porte n'était pas fermée. Je sursautai quand Ouli entra sans avoir frappé. Elle s'était métamorphosée en noire américaine. Chemise bleue à carreaux, jupe en jean fendue par devant, chaussures à talons moyens, cheveux peignés à la mode afro, formant une haute couronne auburn au-dessus de son visage, légèrement éclairci au fond de teint. Elle s'installa sur la chaise pliante que je lui désignais après être revenue de ma surprise et parut inspecter les lieux. Un peu gênée, je bredouillai. « Tu es vraiment têtu, je t'avais pourtant bien dit que... » Elle ne prêta aucune attention à mes paroles et continua à promener son regard autour d'elle. J'étais comme un fauve surpris dans son repère et à qui ne s'offre qu'une alternative. Faire face. « Eh bien, Ouli, c'est ici que je vis, rien d'extraordinaire comme tu le constates, fis-je, embrassant l'espace du mouvement incohérent de mes bras. Dans ma chambre, il n'y avait qu'un lit, une table de travail sur laquelle était posé un simulacre de bibliothèque d'1 mètre de hauteur, et 3 étagères et 6 compartiments rectangulaires remplis de livres, une chaise de bureau, 2 chaises pliantes et une commode. J'aurais souhaité disposer d'un peu plus d'espace et jouir d'un confort à la mesure de l'attente de l'homme de la rue qui s'imagine que la condition de l'enseignant est enviable.
Mon oncle maternel d'Emba croyait cela qui m'appelait bourre. Tous les 2 ou 3 mois, il quittait son village pour venir me soumettre ses problèmes, ses cas et autres imprévus. Sans doute as-tu des millions dans ton compte en banque. Si cela n'est pas le cas, je me demande ce que tu fais avec tes émoluments qui doivent être importants, disait-il. Boire quelque chose, demandai-je. Volontiers, fit Ouli. J'appelai Luck. Un garçon aux oreilles démesurées et aux gestes mécaniques se présenta presque aussitôt et salua poliment Ouli, qui ne cachait guère son envie de rire. Luck était le cadet des fils du propriétaire de la villa où je logeais. « Tu m'as appelé, monsieur Ndiaye ? Oui, va m'acheter 2 bouteilles de Cibra, expliquai-je en lui tendant un billet de 1000 francs. Luck sortit et revint. Je récupérai la monnaie qu'il me rapporta et le gratifiai d'une pièce de 50 francs. Je pris 2 verres de la commode et servis. Moment délicat que celui où l'homme se trouve seul en face de la femme et qui ne sait par quel bout commencer pour nouer la conversation. Il cherche dans la foule des mots qui se proposent à lui et lui brûle les lèvres. Il a l'impression qu'aucun d'entre eux ne convient pour exactement exprimer ce qu'il ressent, pourtant très nettement au fond de lui-même. Sans doute est-ce l'un des moments où l'homme réalise la vanité des mots, l'inutilité relative de toute langue qui, en définitive, ne rapproche que ceux qui se sont rencontrés et se sont reconnus, qui se sont cherchés et se sont retrouvés, ceux qui ont compris que l'homme est le remède de l'homme. Pour la femme assise en face d'un homme, comme pour l'homme assis en face d'un autre homme, il n'y a qu'une vérité ici-bas. En leur révélant la communauté de leur destin, elle unit les fils d'Adam et d'Ève, elle brise en chacun d'eux la tour de solitude où couvent orgueil, égoïsme et haine. Cette vérité, c'est au-delà du désir charnel et des intérêts particuliers, la reconnaissance d'une part de soi en chaque être humain, quel que soit son sexe, sa caste, sa condition, sa religion et sa race. Ouli déposa son verre et se leva brusquement. « Où vas-tu » m'étonnai-je. « Je rentre » répondit-elle sèchement. « Pourquoi ? Je vois que je te gêne. »« Du tout. Depuis que je suis entrée ici, tu as l'air de quelqu'un qu'on dérange. Tu ne me parles même pas. Que veux-tu que je te dise que tu ne comprennes déjà, Ouli ? Ce que je comprends, je l'ai deviné, mais cela n'est pas suffisant. Il me faut une confirmation, rétorqua-t-elle véhémente. Une confirmation ? Je ne sais en vérité rien de tes sentiments, ni de tes projets. L'homme a tout de même besoin des mots, de la langue pour donner une consistance à ses pensées, à ses rêves et aussi à ses certitudes. Ouli, je crains de parler trop vite, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Personne ne le sait, chacun a cependant le droit de vouloir et de rêver. Tant pis si le vœu n'est pas exaucé, tant pis si le rêve ne se réalise pas. Peut-être as-tu raison, mais... Elle m'interrompit. Il n'y a pas de mais, monsieur. Je l'arrêtai net. Nous ne sommes pas en classe, Ouli. Je ne pourrai jamais t'appeler par ton prénom. C'est plus fort que moi, monsieur, fit-elle en riant. Elle rit encore plus fort en se rendant compte de son erreur récidivée. Pour Abissatou et Mère Soukaina aussi, j'étais monsieur Ndiaye et pour la première et Moussé pour la seconde, l'homme sans prénom. J'avais protesté en vain. Ouli renonça à partir et se rassit. Faisant mine de s'intéresser au soleil dont les pages étaient dispersées derrière moi, elle se trouva bientôt à mes côtés sur le lit. À ce moment, nous entendîmes frapper à la porte. À peine Ouli eut-elle le temps de s'écarter de moi, sans attendre le entrée conventionnelle, mon père fit irruption dans la chambre. Dès qu'il vit Ouli, son masque s'assombrit. « Qui est cette fille » demanda-t-il, la détaillant de pied en cap. « Une amie. » « Ah ah » ricana-t-il sardonique. « Une amie ? Qui veux-tu tromper ? Je te prends sur le fait. Voici la raison pour laquelle tu t'es éloigné de ma vigilance. Faire le mauvais garçon. » J'eus la force de maîtriser ma rage. En l'espace de quelques secondes, les gouttes de sueur abondantes envahirent le visage d'Ouli, la tête basse sous le poids de la mortification, les yeux embués de larmes, elle se leva et sortit en chancelant. Je fis un mouvement pour la retenir, puis me raviver.
Mon père prit place en face de moi et tout ça. C'était ainsi qu'il s'éclaircissait la voix lorsqu'il s'apprêtait à prononcer un de ses discours prolixes et monotones. Comme je n'avais pas le cœur à endurer un monologue dont je devinais trop bien le contenu et le but, je le devançai. Si c'est pour me relancer sur les problèmes dont tu m'as entretenu avant-hier que tu es ici, je te dis tout de suite que c'est inutile. Inutile, sursauta-t-il? Au fond de ses orbites caverneuses, ses yeux minuscules flamboyaient, il s'écria, l'index pointé vers moi. Impertinent, ne peux-tu m'écouter avant de dire des sottises? N'es-tu pas venu me parler de Panda? Il m'observa longuement, hocha la tête. Je crus un moment qu'il allait me maudire et prendre congé. Il ne broncha pas. Il n'était point homme à la désarmer si promptement. Il se contenta de retrousser les larges manches de son sabador et renifla. Puis, sentant qu'il ne lui servirait à rien de renâcler de colère, il dit d'une voix qu'il voulait douce. « Je suis ton père et je veux ton bien. En doutes-tu? Non? Alors, pourquoi ne veux-tu pas suivre mes conseils? Tu n'es plus un enfant. Si tu portes mon boubou, il ne sera ni trop large ni trop long pour toi. Si tu chausses mes babouches, elles tireront comme si elles étaient faites pour tes pieds. Tu es un homme. Et un homme, pour être utile à la communauté et être respecté de ses semblables, doit avoir une compagne. Or, on ne peut trouver meilleure compagne qu'en choisissant parmi ses parents. Je ne suis pas de ton avis. Ne dis pas cela. Les temps ont changé. En bien ou en mal? Réponds. Le monde a perdu son visage du passé, c'est vrai. Il est devenu comme une femme qui se met de la poudre rouge sur la figure et se dépigmente pour devenir aussi blanche que les blanches, mais n'en demeure pas moins une négresse, quoique sans dignité et sans amour-propre. Le monde marche, c'est vrai, mais il n'est pas une créature dotée de vie, de pieds. Ce sont les hommes qui le font marcher qui ont changé. Ils ont bouleversé l'ordre ancien et détruit les valeurs d'hier. Toi, tu es mon fils et je te conseille de rester fidèle à tes racines. L'arbre fût-il un baobab géant, finit par terre quand il perd ses racines. Père, tais-toi, laisse-moi finir, enfant fourfoyé. Peux-tu trouver une fille aussi bien éduquée, aussi digne de toi que Panda? Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue. Tu n'as pas besoin de la voir. Panda est ta parente, la fille de ma demi-sœur. Vous êtes les mêmes origines et le même son. Si tu la repousses, qui pourras-tu accepter? Tout de même, pas cette fille habillée comme un homme qui vient de sortir d'ici. La connais-tu? Peux-tu dire qui sont ses parents, d'où ils viennent et s'ils sont propres? Père, sache qu'une épouse se choisit. Justement, je veux choisir moi-même celle qui sera la mienne demain. Mais toi, tu veux m'imposer Panda parce qu'elle est une parente. Prétends-tu pouvoir choisir une épouse parmi des filles que tu as par hasard rencontrées dans cette ville, qui est un creuset d'ethnie, de race, de groupes humains venus de partout? Mon père était originaire du village de Ngandal, situé à une dizaine de kilomètres de Mbal. Bon musulman, il était aussi fort attaché aux coutumes ancestrales. Il ne pensait rien et ne disait mot sans se référer à l'époque où le monde n'était pas encore gâté, où tout était à sa juste place, les vieux avant les jeunes, les femmes après les hommes, et tous les membres de la communauté adorant le même Dieu, partageant les mêmes joies et les mêmes peines. Son long séjour à Dakar, où le vent de l'exode l'avait amené à implanter dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas réussi à le changer. Au contraire, il semblait avoir exacerbé son passéisme fanatique, lui ayant permis de confronter le monde d'hier et celui d'aujourd'hui. L'un harmonieux, régi par une éthique et des règles précises auxquelles tous adhéraient, l'autre faisant figure d'un chaos où l'homme a régressé dans l'animalité. Quand il commençait à parler, mon père, peu à peu, s'échauffait et ne s'arrêtait plus. Les phrases alors s'enchaînaient les unes aux autres et les discours se développaient, coulaient comme un cours d'eau, charriant proverbes, anecdotes, prosopopées, images pittoresques, sourates du Saint-Coran et hadiths du prophète. Il évoluait en arabesque déconcertante avant d'aboutir infailliblement à une conclusion sans détour, nette et péremptoire. Acheva ainsi.
Un bon garçon n'a pas le droit de se livrer à un jeu de hasard quand il s'agit d'une chose aussi grave que le mariage. Ce dernier engage toute ton existence, celle de tous les siens dans une large mesure et surtout celle des enfants qui en naîtront.